Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons parler des automates et de l'implémentation. C'est un petit exposé qui va être en deux parties. La première partie, je vais simplement vous présenter un peu vraiment à quoi servent les automates, comment est-ce qu'on peut les coder sous forme de code, sous forme de données, puis aussi avec Flex, l'outil que vous avez pu voir dans le cours, puis après on va conclure. Ça c'est la première partie. La seconde partie, vous verrez plus tard, c'est un exemple concret réel d'utilisation d'un automate, notamment avec Flex, pour coder un ensemble de radios. Alors d'abord, les automates, en fait, il y en a partout. Au début, quand on a vu le cours NFP 108 avec les automates, on peut trouver ça très très abstrait. Et en fait, au final, si vous avez bien compris le cours, vous verrez petit à petit que finalement, énormément d'algorithmes énormément de problèmes peuvent se coder sous forme d'automates. Alors quand je dis énormément, c'est vraiment partout. Par exemple, quand vous utilisez un ascenseur, derrière, en fait, au-delà d'un système informatique, il y a avant tout un petit automate qui gère les priorités entre les différents étages, éventuellement l'économie d'énergie, des choses comme ça. Carrefour routier peut être vu aussi comme un automate. Un digicode est un automate. Le protocole TCP que vous utilisez tous les jours est aussi un automate. On utilise aussi des automates pour faire la saisie d'une chaîne de caractères. Ça, je pense que dans le cours, c'est bien visible. Et puis même le cycle d'une anomalie, c'est un automate. En fait, là, ici à droite, je vous ai montré, j'ai pris un cycle de vie d'une anomalie. Au départ, on a découvert une anomalie, elle n'est pas confirmée, elle devient nouvelle, on l'a analysée, on l'assigne à quelqu'un, elle est résolue, on la vérifie, elle est rouverte ou elle est vérifiée, enfin fermée. Bref, ça c'est un automate, ça peut se coder, ça peut se spécifier sous forme d'automate. Un autre exemple, ça moi j'avais fait quand j'avais joué un vieux jeu maintenant, ça s'appelle Myst. Myst c'était un ensemble d'énigmes. Et puis à un moment donné, on tombe face à une sorte d'énigme où il y a trois disques euh, superposés avec deux manettes. Une manette, quand on tire à gauche, ça fait tourner les deux disques du bas. Et la manette, quand on tourne à droite, ça fait tourner les deux disques du haut. Et l'objectif, c'est d'arriver à avoir cet alignement-là. Donc moi au départ, j'ai essayé comme ça pour voir, et puis au bout d'un moment, j'y suis pas arrivé. Donc j'ai commencé à modéliser ça par un automate. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a une vingtaine à peu près d'états possibles dans ce système-là. Et la surprise, si vous le faites, vous allez remarquer qu'en fait, il n'y a pas de solution. Sous-entendu, alors c'est quoi, ça veut dire quoi, il n'y a pas de solution? En fait, a priori, enfin non, c'est pas a priori, c'est sûr, en fait, il y a une commande cachée qui permet d'atteindre tout de suite l'objectif. Mais le piège de cette énigme, en fait, finalement, c'est de manipuler au hasard jusqu'à ce qu'on découvre soit qu'il n'y a pas de solution et que donc on s'est trompé, soit en fait il y a par hasard une commande cachée qui fait que d'un seul coup on tombe sur cette solution. À l'époque, j'ai fait ça avec une petite fonction récursive qui parcourait l'ensemble des états très rapidement. Et puis il y a de nombreux problèmes qui se modélisent très bien avec des automates. Une ampoule, par exemple, on peut l'allumer ou l'éteindre. Et puis on peut dire, en fait, si elle est en surtension, elle grille et elle peut plus s'allumer. Donc ça, c'est une modélisation qu'on peut faire. Pour reconnaître un nombre, on peut dire qu'un nombre réel peut prendre la forme 3.14 et des chiffres, un nombre entier, juste une partie réelle, ou juste une partie entière avec un point pour définir la virgule. Pareil pour le protocole réseau. Là, j'ai défini un petit protocole. Un émetteur souhaite transmettre un message à un récepteur via un canal non fiable. Un canal non fiable, c'est-à-dire qu'on peut perdre des messages. Du coup, à chaque fois qu'on reçoit un message, il faut que le récepteur dise « c'est bon, j'ai reçu ton message », parce qu'il peut le perdre, ce message. Donc du coup, quand l'émetteur, lui, il a pas reçu le message de l'autre qui dit « ça y est, j'ai reçu ton message », au bout d'un certain moment, il va le remettre. Mais pour que le récepteur sache distinguer que c'est un nouveau message ou c'est un message qui vient d'être émis, il va falloir numéroter le message pour se dire « ah non, mais attends, celui-là, je l'ai déjà eu ». Du coup, on va mettre une règle supplémentaire. On va dire que l'écart de numérotation ne peut pas dépasser 1. Ça veut dire quoi? Que si j'envoie le message 1, l'autre reçoit le message 1, il dit c'est bon, j'ai reçu 1. On envoie le message 2, l'autre reçoit le message 2, il dit c'est bon, j'ai reçu 2. Sauf que le message vient d'être perdu, l'acquittement. Donc l'autre attend, au bout d'un moment il dit ah non, je l'ai pas eu, donc je renvoie 2. Lui il renvoie 2, le récepteur reçoit 2, il dit non c'est bon, j'ai déjà.
et il réémet cette fois l'acquittement de « c'est bon, je l'ai eu, tu peux continuer ». Et ça, encore une fois, c'est des automates. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au-delà du formalisme, l'approche automate permet aussi de concevoir un peu différemment, d'analyser les problèmes. D'habitude, tout ce que vous avez fait pour l'instant, enfin tout, je sais pas, mais j'imagine, la plupart du temps, on a appris, comme Descartes nous a dit, quand on a un problème, il faut le décomposer en sous-problèmes. Ça permet de distribuer, de diviser la complexité pour mieux la comprendre. Mais des fois, en fait, cette approche-là, elle n'est pas adéquate. Et des fois, on a besoin plutôt d'avoir une approche ascendante, par synthèse. On a des petits systèmes, et puis finalement, on les assemble entre eux pour atteindre la solution immédiate, la solution voulue. On compose la difficulté avec autant de parcelles que nécessaire. Quand on fait un prototype pour faire un programme, et ben finalement, c'est ce qu'on fait. On assemble des petits systèmes jusqu'à obtenir notre prototype qui va être a priori la future architecture de notre logiciel. Avec les automates, c'est exactement ce qu'on fait. Quand dans le cours, vous avez vu que l'on pouvait composer des automates, quand on transforme une expression booléenne sous forme d'automate, finalement, c'est exactement ce qu'on fait. On fait une synthèse, c'est-à-dire qu'on a des petites solutions, comment je fais un A+, comment je fais un A étoile, et puis on les synthétise pour former une grosse expression booléenne. C'est vraiment une approche plus générale. On peut aussi concevoir le comportement des objets d'une classe, quand on fait l'UML. On peut aussi donner le mode d'emploi précis d'un système, on peut le spécifier précisément, et cette fois on donne plus du tout libre cours à l'interprétation, c'est strictement exact, enfin strictement ce qu'on a voulu définir. De cette mode d'emploi, on peut aussi prototyper et simuler un futur composant, c'est ce qu'on appelle des mocks dans les tests. Les mocks, c'est une sorte d'interface qui simule l'automate d'état, qui simule le comportement de l'objet qu'on n'a pas. Et puis on peut aussi générer du code. Alors tout ça c'est bien beau, mais bon, pour l'instant vous avez vu des choses comme écrire des automates de façon abstraite, l'écrire sous forme de table. Vous savez maintenant normaliser les automates, les réduire, les rendre déterministes, faire plein de choses, les fusionner. Mais pour l'instant vous ne savez pas comment coder les automates, comment les rendre dynamiques et exécutables. Donc là, en fait, je vais vous donner une première technique pour pouvoir coder un automate en code. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour coder l'automate? Il faut qu'on représente des états. Ces états, il faut qu'on les relie par des transitions. Et puis par contre, là ce que vous n'avez pas vu par rapport au cours, c'est que là cette fois, sur les transitions, on va faire porter des actions pour pouvoir faire des choses. On a plusieurs stratégies d'implémentation possibles. Donc on va voir le code, c'est-à-dire qu'on programme directement l'automate dans un langage de programmation. On peut le coder en données, sous forme de table, c'est un petit peu les tables que vous avez vues. Et puis on peut aussi utiliser des outils comme Flex, mais il y en a d'autres. Alors je vais prendre un exemple. L'exemple vous le connaissez, mais il est un petit peu différent des solutions que vous avez pu voir. Donc je dis une phrase, c'est des mots, c'est une suite de caractères. Puis dans une phrase, il y a des séparateurs. Et la question, ça va être comment je vais faire pour avoir un programme qui va compter le nombre de mots et compter le nombre de caractères. Quand on programme directement ce genre d'algorithme, sans avoir pensé qu'on pouvait utiliser des automates, je vous conseille de le faire, c'est assez compliqué, parce qu'il y a plein de cas qui vont arriver. Vous allez faire un cas simple au départ, puis en fait vous apercevoir que ça marche pas quand il y a une phrase vide, puis ça marche pas quand il y a une phrase qui contient pas de mots, puis après vous allez faire le cas avec un seul mot, avec plusieurs mots, puis après on va vous dire bah ouais mais là regarde j'ai mis plusieurs blancs, j'ai mis plusieurs séparateurs entre les mots, il va y avoir de nouveaux cas, et plein de cas finalement. Alors qu'en fait que si cet algo, en fait on l'identifie comme un automate, on va s'apercevoir qu'il peut se coder très simplement. Donc là je vous ai montré l'automate. Donc je considère que au départ je suis en début de lecture. En début de lecture de ma phrase, je suis a priori hors d'un mot. Donc j'arrive dans ma phrase, premier caractère c'est un blanc par exemple, c'est un séparateur, je suis toujours hors d'un mot. Puis arrive le premier caractère, la première lettre, du coup de hors mot, j'arrive, je lis la lettre, et j'arrive dans un mot. C'est-à-dire que là, je suis vraiment dans un mot, a priori, puisque c'est le sens de la définition d'un mot. Je consomme tous mes mots,
Et puis à un moment, je tombe sur un séparateur. Ah, ça veut dire que je viens de quitter le mot pour rentrer dans l'état hors du mot. Je consomme, je charge tous mes mots, puis à un moment donné, j'arrive à la fin de ligne, j'arrive à la fin de phrase. Ça, c'est le comportement qu'on veut. Maintenant, si je veux faire un programme en utilisant le formalisme des automates qui va faire des actions, qui va compter, et ben sur les transitions, je vais rajouter des actions, ce que j'ai mis en orange. Ici, j'initialise. Le nombre de caractères c'est égal à 0, et puis il n'y a pas de mot parce qu'on n'a pas encore trouvé. Quand j'ai des séparateurs, un séparateur c'est un caractère, donc j'incrémente le nombre de caractères de 1 à chaque fois. Quand je passe du hors mot à dans mot, ici, je dis bah tiens, la lettre, je la consomme, donc j'ajoute un caractère, mais j'ai aussi un nouveau mot. Donc je dis le nombre de mots égale le nombre de mots plus 1. J'arrête dans le mot, je continue à consommer des lettres, le nombre de caractères augmente, je passe de un mot vers les séparateurs, vers le hors mot, j'ai encore consommé un caractère, donc le nombre de caractères augmente, mais pas le nombre de mots. Je repars dans un mot, j'augmente le nom, le mot, puis fin de ligne, qu'est-ce que je fais? J'affiche le résultat. Printf, donc c'est du C. Le nombre de mots, c'est NBMO, et le nombre de caractères, c'est NBchar. Là, j'ai décrit l'algorithme complet qui compte le nombre de mots avec un automate, et puis j'ai défini les actions. Maintenant, il faut que je code pour en faire quelque chose d'exécutable, de livrable pour un client. Alors comment je peux faire? Donc là, j'ai fait un petit programme, c'est du C. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les différents états. Dans un type énuméré, il y a hors mot, dans mot et puis fin de phrase. Les trois états qu'on avait ici. J'ai défini avec les moyens de bord du C les différents types d'alphabet, en gros le lexique que j'ai rencontré. Par exemple, si c'est un séparateur, c'est soit un blanc, soit une virgule, soit un point. Si c'est une lettre, il faut que ma valeur soit comprise entre A et Z, minuscule et majuscule. Si c'est une fin de ligne, j'accepte le retour chariot et puis le caractère spécial Windows là, de fin de ligne. Enfin, j'ai mon algorithme qui prend en entrée une phrase. Au départ, on est hors d'un mot, c'est l'état initial. Et puis, ce que je fais, c'est que tant que mon état n'est pas fin de phrase et que j'ai pas fini de parcourir l'ensemble de ma phrase, je vais parcourir les états. Donc au départ, je suis hors du mot. Si le lettre que je suis en train de dire est un séparateur, j'augmente le NBchar++, et je reste dans l'état, c'est implicite. Je repars ici, je suis toujours hors du mot. Maintenant, je tombe sur une lettre. Ah tiens, la lettre, le nombre de caractères égale le nombre de caractères plus 1, le nombre de mots aussi, et cette fois je passe dans l'état dans mot. Et je sors, je repasse dans ma boucle, cette fois je suis dans le mot, et je consomme ma lettre. Ensuite, je suis toujours dans le mot, je tombe sur un séparateur, mon état devient hors mot, et je repars. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive sur fin de ligne. Et en fait, en codant ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai simplement codé l'automate. Donc là, il est assez clair. Là, j'ai mis deux états significatifs. J'ai pas mis le troisième état parce que je n'avais pas trop d'actions à faire dessus, j'aurais pu. Et puis, sur chacun des états, j'ai mis l'ensemble des possibilités lexicales, l'ensemble des lettres qui vont me faire bouger et qui vont mettre mes actions. Donc là, on a les états, là, on a les lettres, et à droite, on a les actions. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Moi, je dis que ce genre de codage, c'est pratique. Par contre, les états et les actions sont mélangés. Quand on revient ici, effectivement, les états sont un peu mélangés dans le code. Et puis, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que le nombre d'états, on va avoir une énorme fonction qui va contenir tous les états possibles. Là, j'en ai 3, enfin, j'en ai codé 2 ici. Mais ça veut dire que je peux en avoir une ribambelle, je peux avoir une centaine d'états assez facilement, donc j'aurai une fonction monstrueuse. Et puis, le nombre de possibilités, a priori, par état, j'ai un nombre de lignes qui va croître en fonction du cardinal du nombre d'états et puis du nombre d'éléments du lexique possible. Donc c'est ce que j'ai écrit, le nombre de lignes de code dépend directement du nombre d'états par le nombre de transitions. Du coup, le code va devenir rapidement lisible. Et puis, les sauts d'état sont pas toujours simples à coder. Là, c'est super facile. À chaque fois que je fais une action, l'action est contenue dans un bloc. Mais je peux aussi faire des actions plus complexes, des actions qui vont devenir aller dans une fonction, puis la fonction va vouloir
changer d'état pour aller dans une autre fonction. Et là, rapidement, je peux m'y perdre. Le code, il est dépendant du développeur, c'est-à-dire chaque développeur va plus ou moins coder comme il veut son état. Donc ça, c'est une technique sympa, mais c'est pour les tout petits automates. Maintenant, on va voir une autre technique, c'est la transcription sous forme de données. Donc cette fois, ce que je vais faire, c'est que l'état, c'est plus des instructions, mais c'est des variables. Pour ça, on va utiliser en fait ce que vous avez utilisé en cours, c'est-à-dire l'automate sous forme de table. Et puis on va utiliser un programme qui va interpréter ces tables. Donc comment je code mes tables, mon automate? Je reprends ma table état transition. Ici, j'ai les états. Ici, j'ai l'alphabet. Et puis de hors mot, quand j'ai un séparateur, je vais en hors mot. De hors mot, quand j'ai une lettre, je vais dans mot. Et en fait, je retrouve mon automate. Maintenant, il faut que je code mes actions. Donc, comme action, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Je fais rien, je vais pas rien faire. 0. Je peux ajouter un caractère. Ici, ici, ici. Je peux ajouter un caractère, ajouter un mot. Ici. Je peux aussi ajouter un résultat et sortir. C'est ici. L'init, j'ai mis un peu à part, c'est pour simplifier les choses. Comment j'associe ma table de transition avec mes actions? Et bien simplement, quand je vais de hors mot pour aller à hors mot, j'exécute l'action 1. Quand je vais de hors mot à dans mot, j'exécute l'action 2. Donc je reprends hors mot à hors mot, action 1. Hors mot à dans mot, action 2. Ainsi de suite. Et là, j'ai pu coder à la fois mes états, mes transitions et mes actions. Qu'est-ce que ça donne au niveau du code? Alors, je vais représenter mes transitions. Donc, on retrouve un peu comme tout à l'heure les états. Hors mot, dans mot, fin de phrase. L'alphabet, séparateur, lettres et fin de ligne. Et puis, dans une table, dans un tableau, je vais coder mes états transition. Donc là, j'ai remis les colonnes, séparateur, lettres, fin de ligne. Et là, c'est les lignes. Donc, on retrouve exactement cette table. Pour les actions, je code les actions sous forme de pareil d'un tableau. Hors mot, dans mot, fin de phrase. Hors mot, dans mot, fin de phrase. Puis là, on a les lignes. Hors mot, dans mot, fin de phrase. Et je code mes actions. Maintenant, j'ai fait le programme pour vous montrer que ça fait. Je retrouve mon analyseur lexical, c'est-à-dire le code qui va me permettre d'identifier l'alphabet. Donc, est un séparateur, on retrouve les mêmes choses. Et là, cette fois, en fait, donne type lettre, et ça va rendre un alphabet. C'est-à-dire qu'on va rendre le séparateur, la lettre ou fin de ligne en fonction du caractère. Maintenant, voici mon programme. Donne NBMO, il prend une phrase. Au départ, on est dans hors mot. Et le suivant n'est pas identifié, j'ai initialisé à hors mot. Tant que la phrase n'est pas finie, je demande au lexical, à l'analysateur lexical, donne-moi le type de lettre. Donc il prend la phrase, il exécute, il dit tiens, est-ce que c'est un séparateur? Oui, c'est un séparateur. Il envoie, il dit lettre, c'est un séparateur. Du coup, je demande au tableau qui contient les transitions, tableau, toi qui à partir de hors mot, donne-moi la transition si j'ai un séparateur. Et j'obtiens l'état suivant. Ensuite, je dis, il faut, puisque j'ai fait, je vais de courant à suivant, j'ai une transition. Maintenant, je demande à exécuter l'action sur cette transition. Donc, je demande au tableau, donne-moi l'action, le numéro d'action qui va de courant à suivant. J'obtiens l'action et je vais exécuter l'action. Donc, si l'action c'est 1, je vais dire, je vais ajouter le nombre de caractères plus 1. Et puis, je continue. Donc là, maintenant, une fois que j'ai exécuté mon action, le courant devient suivant et je recommence. Et vous pouvez exécuter ce programme, vous verrez, ça marche. J'ai codé sous forme de tableau mon automate, et ce petit programme-là, en fait, est assez générique, il pourrait être utilisé, excepté les actions, il pourrait être utilisé pour beaucoup d'autres automates. Le bilan de tout ça, en fait, c'est plus flexible, parce que cette fois, pour changer l'automate, il suffit juste de changer des valeurs dans les tables. Donc si ces valeurs elles sont non plus dans du code mais dans un fichier, il suffit de charger un nouveau fichier pour avoir un automate qui soit dynamique. Il est plus facilement normalisable si je donne à un ensemble de développeurs la même moulinette, le même algorithme d'exécution, ils vont tous me pondre le même formalisme pour pouvoir coder. Du coup, tout le monde va pouvoir s'y retrouver.
Par contre, si on a trop d'états, on va vite voir qu'on va se perdre parmi les tableaux, parce qu'on va avoir des centaines de colonnes parmi des centaines de lignes, et rapidement, on va faire des erreurs d'écriture. Du coup, on arrive à la transcription avec Flex, le fameux Flex que vous avez utilisé en TP. C'est quoi Flex en fait? Flex, il fait partie d'un ensemble d'outils. Il y a Flex et Bison. Donc c'est des logiciels qui sont dédiés à la production de nouveaux langages. En gros, on utilise souvent Flex comme analyseur lexical, et puis Bison, c'est un outil qui permet de faire l'analyse syntaxique. C'est en gros des grammaires plus complexes. Mais ça, c'est hors cours. Donc là, on n'utilise que Flex, parce que Flex, en fait, c'est super pour faire des automates d'état fini. Moi-même, j'utilise souvent Flex pour faire autre chose. Des trucs complètement... coder simplement des automates. Flex est dédié aux automates d'état fini, il est déclaratif, il permet de séparer des états et des actions, il permet de générer le code de l'automate en C et en C++, il vérifie, déterminise et puis simplifie automatiquement l'automate généré. C'est quand même super pratique de se dire que tout le boulot que vous avez fait jusqu'à maintenant à la main, Flex va le faire pour vous. Enfin, la licence est GPL, c'est-à-dire que c'est une licence GNU Public License. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code source est visible. Vous pouvez modifier le code source si vous avez envie de Flex. Dans ce cas, il faut redistribuer le code source. Par contre, le code produit par les automates, tous les automates que vous faites et tous les automates que vous générez, ils sont libres de droit, c'est-à-dire que vous pouvez les embarquer dans des produits commerciaux si vous avez envie, et vous n'êtes pas obligé de diffuser les sources. Donc en entreprise, c'est très pratique. Comment je code mon automate? Ben là, ici, j'ai mis histoire de s'en souvenir, l'automate. Donc là, j'ai mis des variables en C, le nombre de caractères c'est égal 0, le nombre de mots c'est égal 0. J'ai ma partie alphabet qui est ici, un séparateur, c'est une expression régulière, blanc, virgule, point, deux points, point, virgule, j'en ai mis plus parce que c'était plus facile. Une lettre, c'est de A à Z, une fin de ligne, c'est retour chariot, ou le retour de fin de ligne de Windows. Mes états, ils sont là, hors mot, dans mot, fin de phrase. Et puis, mon code est là, le code de l'automate. Ici à gauche, j'ai la spécification de l'automate. Ici à droite, j'ai les actions. Et puis éventuellement les sorties de transition, les sorties vers d'autres états. Je commence par un état initial, il est implicite, il fait partie Flex. Dans l'état initial, le point, c'est quel que soit mon caractère d'entrée. Donc ça en est ici, en fait. Eh bien, je dis, le nombre de caractères égale 0, le nombre de mots égale 0, et puis je démarre, j'arrive dans l'état hors mot. Dans l'état hors mot, j'ai trois possibilités. Soit j'ai un séparateur, soit une lettre, soit une fin de ligne. Trois possibilités, 1, 2, 3. Je vais pas vous faire le truc, séparateur, c'est juste, je reste dans hors mot, NB#++. Si j'ai une lettre, alors j'exécute cette action, NB#++, NBMO++, et je vais dans un mot. NB#+, begin dans mot, je vais dans mot. Donc j'arrive ici. Dans mot, trois possibilités. Séparateur, lettre, fin de ligne. Si je suis dans une lettre, je reste dans mon état. Si je vais dans un séparateur, je retourne dans hors mot. Et je me retrouve ici. Et ici, là, j'ai codé l'ensemble de mon automate avec les actions. Ce qui est sympa, c'est que on sépare bien la partie état et transition de la partie action. Flex est flexible parce qu'il suffit de changer la description pour produire un nouvel automate. Il est plus lisible que les deux précédentes approches parce qu'on sépare bien les états des transitions et puis les actions. Le code produit code l'automate sous forme de données. En fait, quand on regarde le code généré, il y a plein de tables. En fait, c'est un automate de données. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque langage dispose d'une solution de type Flex. Alors en Java, on a JFlex, en C# on a CSFlex, puis il y a plein d'autres outils plus ou moins performants, plus ou moins efficaces, qui ont peut-être des concepts un peu différents dans tous les langages que vous utilisez. Ce sont généralement des outils de base d'informaticiens. Pour conclure, que dire? Quand on a un algorithme qui devient complexe avec plein de cas, souvent, il faut se dire peut-être qu'on n'a pas tout vu et peut-être qu'il faut penser à essayer de coder ça sous forme des automates. Souvent, c'est gagnant. Souvent, d'un seul coup, l'horizon s'éclaircit quand on se découvre que finalement, c'est un automate d'état. C'est aussi une méthode différente de conception.
Là, cette fois, on va synthétiser les différentes hypothèses pour en faire un système plus complexe. On a plusieurs champs d'implémentation, le code, les données, et puis un générateur de code. Et puis la suite, vous allez voir bientôt, c'est un exemple concret de codage automate dans un système de radio d'aviation. Merci.